Alors bonjour à tous. Cette partie que je vais vous présenter aujourd'hui, elle entre dans mon top 10 des parties les plus spectaculaires. Nous sommes en 1890. Il y a un prêtre tchèque du nom de Karel Traxler qui va inventer une contre-attaque, une célèbre contre-attaque que l'on va nommer la contre-attaque Traxler. Alors cette contre-attaque se joue avec les noirs, c'est pour ça que j'ai mis l'échiquier du côté des noirs. Et dans cette partie, Reinisch a les blancs et il ouvre avec le pion roi, E4. E5, cavalier F3 attaque le pion central, cavalier C6 défend et fou C4. Et le fou, lorsqu'il est en C4, il pointe la faiblesse du pion en F7. On sait que ce pion est un pion fragile dans l'ouverture. Seul le roi défend ce pion. Et les blancs rêveraient d'associer une autre pièce au fou pour attaquer le pion F7. Par exemple, que le cavalier puisse venir en G5 pour attaquer. Mais pour l'instant, les blancs ne peuvent pas jouer cavalier G5 parce que la dame noire pourrait éliminer ce cavalier. Et puis, c'est au noir de jouer. Mais il y a des noirs qui choisissent ici de jouer le coup cavalier F6. Attaque le pion central E4, mais du coup ça masque le contrôle de la cage G5 par la dame noire. Et les blancs peuvent jouer le coup cavalier G5, qu'on appelle l'attaque Fegatello, l'attaque au foie. Le cavalier attaque le pion F7 avec l'aide du fou. Il y a donc une menace de prise de ce pion F7, notamment avec le cavalier, parce que si le cavalier prend, ça ferait la fourchette dame-tour. Alors qu'est-ce que jouent les noirs pour parer à cette attaque? Eh bien, jusqu'alors, toutes les parties continuaient avec la poussée en D5. Parce que la poussée en D5 va permettre d'interrompre la liaison entre le fou et le cavalier pour attaquer le pion F7. Mais ça donne des parties compliquées. Il y a même, dans certaines variantes, des sacrifices spectaculaires. Mais ici, Traxler, il ne va pas jouer le coup D5. Il va surprendre son adversaire avec un coup qui n'avait été jusqu'alors jamais joué. Il va jouer le coup fou C5, avec l'idée de pointer la faiblesse du pion en F2 et de préparer une contre-attaque sur ce pion en F2. Une contre-attaque au foie des blancs. Alors les blancs, ils peuvent prendre en F7 du coup. Les noirs n'ont pas paré à la menace de la prise en F7. Mais comment prendre en F7 d'ailleurs? Cavalier prend F7, c'est le plus tentant, bien sûr, pour faire la fourchette. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs dans la partie. Mais on pourrait s'intéresser à fou prend F7 échec. Après tout, ça va forcer le dérocage du roi noir qui doit bouger. Par exemple, le roi E7. On gagne un pion avec les blancs, on déroque le roi noir, et pourtant la position n'est pas si claire, elle n'est pas si simple pour les blancs, parce que là, les noirs menacent H6, donc de repousser le cavalier et de prendre le fou, c'est pourquoi le fou doit reculer. Alors, imaginons qu'il recule en B3. La tour vient maintenant en F8 pour sécuriser la case F7, et en réalité, dans cette position, il y a à boire et à manger, parce que le roi noir est déroqué, il y a un pion de moins. Par contre, il y a 3 pièces en jeu contre 2. En plus, la tour bénéficie d'une colonne semi-ouverte, donc on peut considérer qu'elle est en jeu. Bientôt, il va y avoir le coup en H6 qui va repousser le cavalier, mettre en péril le pion E4, et puis celui que le cavalier est repoussé et qu'il vient en F3, les noirs vont jouer D6, amener le fou en G4 pour clouer ce cavalier, peut-être cavalier D4 après. Alors, je mets beaucoup de flèches, il y a beaucoup de choses qui s'animent. Mais justement, ça veut dire que les noirs ont quand même une richesse de coups. Donc il faut comprendre que dans cette position, oui, les blancs ont bien un pion de plus. Oui, le roi noir est déroqué, mais après tout, maintenant, il n'y a pas vraiment d'attaque contre ce roi. Mais les noirs, ils ont 4 pièces en jeu contre 2. Le cavalier G5 va se faire repousser. Et finalement, les noirs ont une capacité d'attaque, notamment sur le flanc de l'aile roi. Surtout si les blancs font un petit rock rapide, ils risquent de subir une attaque. Donc c'est pas si simple. Alors dans la position, c'est cavalier prend F7 qui a été choisi. Après tout, ça attaque la dame et ça attaque la tour, donc ça va gagner du matériel. On gagne un pion et on a la promesse de gagner une tour. Mais c'est là que Traxler va jouer sa contre-attaque avec fou prend F2 échec. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors même qu'on a perdu un pion, qu'on va perdre une tour, Traxler, il sacrifie son fou. Alors, que faire avec les blancs? Reinisch il a été surpris par ce coup, bien sûr. C'est la première fois de l'histoire du jeu d'échecs où les blancs sont exposés à cette attaque, à cette contre-attaque, pardon. Alors, il y a 3 choix finalement. Soit on prend le fou, soit on vient en F1, soit on vient en E2. On verra que Reinisch va choisir d'aller en E2.
Le coup, maintenant admis dans la position comme le meilleur, c'est plutôt roi F1. Mais Reinisch va jouer en E2 pour laisser la case F1 à sa tour. Et puis, il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de théorie sur cette contre-attaque, puisqu'elle n'existait pas. Donc, Reinisch, il fait comme il peut, en fait. Hein. Mais essayons de comprendre pourquoi il ne prend pas le fou. Alors, si on prend le fou, il y a maintenant cavalier prend E4 échec, qui va permettre de libérer la diagonale à dame pour qu'elle puisse venir s'associer au cavalier pour faire une contre-attaque sur le roi blanc. Exemple, si le roi blanc, par exemple, recule en G1, on sort la dame en H4, et là, il n'est pas possible pour les blancs de prendre la tour, parce qu'il y a dame F2 mat. Alors vous allez me dire, oui, mais les blancs vont repousser la dame. Et là, on va continuer les sacrifices. Cavalier prend G3. Par exemple, pion prend, dame prend échec, roi F1 forcé, et là, tour F8. Et d'un seul coup, le cavalier n'a pas pu prendre la tour, et se retrouve lui-même cloué, parce qu'il y a le roi derrière. Alors oui, les blancs, ils ont 2 pièces en plus, c'est énorme, 2 pièces. D'un autre côté, le roi blanc est privé d'abri, le cavalier est cloué, et les noirs vont préparer des coups à base de D5 pour très vite libérer le fou pour qu'il vienne en H3. Exemple, si la dame blanche vient en H5, on va jouer D5, alors on ne peut pas laisser le fou se faire attraper, et puis en plus, si le fou ne protège plus le cavalier, on pourra prendre le cavalier, donc il va y avoir fou prend. Et maintenant, on pourrait s'intéresser à une arrivée de fou en G4, mais le coup c'est cavalier B4. Attaque le fou, attaque le pion C2. Donc le fou recule en B3, et là on peut faire cavalier prend C2, pour menacer la tour, histoire de dévier le fou. Ainsi on peut prendre le cavalier en F7, ou même encore mieux, intercaler fou G4 pour attaquer la dame, et ensuite prendre le cavalier en F7. Par exemple, si la dame vient en H4, tour prend F7, échec, et là, c'est presque un échec et mat, parce que, enfin, ça va être un échec et mat, parce que le roi blanc n'a plus de case, il est attaqué, alors les blancs peuvent différer un peu en mettant le fou là, ou en mettant la dame là, la tour va prendre, mais au final, ça va faire un mat. Et donc, on voit que la contre-attaque ici est payante. Donc, après ce coup, fou prend F2 échec, reprendre du roi, c'est s'exposer à une sortie du cavalier en E4, puis une sortie de la dame, une collaboration finalement contre le roi blanc. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt roi F1 qui est joué maintenant. Et sur roi F1, du coup il faut sauver la dame, donc dame E7, cavalier prend. Les blancs ont gagné une tour, mais la contre-attaque elle est toujours là. Avec le coup D5, il faut toujours penser à ce coup D5. Si c'est le fou qui prend, alors fou G4, et regardez, la dame blanche est piégée. Elle n'a pas de case. Avec la paire de fous ici qui contrôle les cases. Alors c'est pour ça qu'il faut reprendre du pion, pour être capable sur fou G4 de reculer en E2, mais les noirs jouent cavalier D4, pour contrôler la case E2, menacer maintenant fou G4 d'arriver. Et en réalité, cette position, elle est très complexe encore. Très très complexe. Donc, dans la position, après fou prend F2 échec, le mieux c'est quand même d'aller en F1. Si on prend le fou, on se prend cavalier, prend E4, échec. Mais Reinisch, qui découvre cette position, choisit d'aller en E2. Comme je vous l'ai dit, il ne veut pas aller en F1, alors il a compris que prendre le fou, c'est dangereux à cause de cavalier prend E4 échec et la sortie de la dame, donc il ne prend pas le fou, mais il veut laisser la case F1 à la tour. Mais du coup, ça autorise cavalier D4 échec. Alors ça c'est toujours pareil, s'il prend le fou, il se prendra toujours cavalier prend E4 échec, et en plus le cavalier noir, l'autre cavalier noir est déjà impliqué au combat. Donc, il s'enfuit, il part à l'aventure, roi D3. En se disant que de toute façon, la dame et la tour sont toujours menacées. Et là, chose incroyable, Traxler, il laisse sa dame. Il laisse sa dame et il va jouer D5. Et Reinisch comprend qu'il ne doit pas prendre la dame. Il va reculer son fou en B3. Essayons de comprendre. Si le cavalier prend la dame, on prend C4 sur échec. Une reprise du roi permet de jouer fou à 6 échec, et dès que le roi blanc bouge, alors on a fou E2 qui coince la dame. Alors je sais pas, imaginons qu'il vienne en B4, peut-être qu'on a déjà des tours B8 échecs qui sont intéressants, mais déjà fou E2, le cavalier protège le fou attaque la dame, et regardez, la paire de fous contrôle toutes les cases. Finalement, on va récupérer la dame avec intérêt, parce que le cavalier, lui, il ne peut pas s'extraire de la position, comme je vous l'ai dit, sur cavalier B7, il y aurait tour B8 par exemple, et de toute façon, le cavalier se retrouverait cloué. Finalement, c'est les noirs qui vont gagner du matériel, et en plus, le roi blanc est très exposé ici. Donc, dans la position, B5 est joué. Alors, on pourrait se dire, oui, mais
On peut quand même prendre la dame, parce qu'après la prise sur échec, le roi n'est pas obligé de prendre le pion pour pas s'exposer au coup de fou. Il pourrait venir en C3. Mais il y aurait cavalier prend E4 échec. Toujours pareil, si le roi prend, il y aurait fou A6. Alors le roi doit aller sur la colonne B, mais il va se prendre tour B8. Et il va subir une attaque, ce roi, un peu comme dans la partie. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin dans cette variante, parce qu'on va retrouver une attaque similaire dans la partie. Donc, on revient dans la position après la poussée B5. Reinich se dit, bon, bah, je ne vais pas laisser mon fou là se faire prendre sur échec, je le recule, et après tout, il y a toujours la dame et la tour d'attaquer. Vous croyez qu'il va sauver la dame, Traxler? Toujours pas. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Il laisse toujours sa dame. Et là, Reinich, il en a assez, il va la prendre, la dame. Regardons ce qui serait passé si Reinich avait pris le cavalier. Eh bien là, l'idée, ça serait de jouer D5 échec pour libérer le fou et inciter le fou blanc à venir en D5 pour obstruer la case. Puis, fou F5 échec sous le soutien du cavalier. Donc roi prend. Dame F6 échec. Le pion protège la dame attaque le roi et protège le cavalier, mais il était aussi protégé comme ça. Donc le roi est obligé d'aller en F4. Et maintenant, il y a une découverte. Dès que le fou bouge, ça attaque le roi. Donc on peut faire fou prend C2 échec, attaquer la dame. Et on va même pas prendre la dame. Finalement, on peut finir avec dame F5, échec et mat. Donc dans la position, après, ici, cavalier prend E4, on comprend que le roi ne peut pas prendre en fait le cavalier. Donc Reinich il prend la dame. Il sait au moins pourquoi il va souffrir. Il a une dame. Alors l'idée d'avoir joué cavalier prend E4, c'est bien sûr de pouvoir jouer maintenant cavalier C5 échec. Le roi il n'a pas le choix. Il est éconduit en C3. Et là, encore un coup incroyable de Traxler. Alors, je peux vous laisser chercher un petit peu, si vous voulez mettre la vidéo sur pause, mais il n'est vraiment pas évident ce coup. Mais très spectaculaire, encore une fois. Alors, à tout de suite. Alors, ici, qu'est-ce qu'a joué Traxler? Eh bien, il a libéré la case D4 pour que le fou puisse venir attaquer ce roi. Et il va jouer cavalier E2 échec. Il sacrifie son cavalier pour libérer la case D4. Alors, il y a eu dame prend. Fou D4 échec oblige maintenant roi B4. Puis vous l'avez compris, maintenant vous sentez l'attaque. A5 échec. Si le roi recule en A3, il va se prendre B4. Un joli mat assez mignon du pion. Donc bah, du coup, le roi prend B5. Fou A6 échec. Avec l'enfilade. Roi prend A5. Et vous croyez que Traxler va prendre la dame? Non. Il a décidé de gagner cette partie sans prendre aucune pièce chez les Blancs. Il va s'arrêter en D3. Il libère la tour qui attaque le roi sur la colonne. Donc il y a échec. Alors le roi, il n'a pas le choix, il faut qu'il vienne en B4. Maintenant, cavalier A6 échec. Donc il n'y a pas le choix, il faut que le roi vienne sur la colonne A. Il a été en A4. Maintenant, il suffit de replier le cavalier pour que la tour attaque, mais il ne va pas replier le cavalier n'importe où, il va le mettre en B4, il va l'offrir, encore une fois, pour attirer le roi en B4. Et maintenant, l'échec et mat final. Alors, je vous laisse trouver le coup final, le coup qui fait mat. C'est l'avance du pion en C5. Échec et mat, mat du pion. Et si vous regardez, toutes les pièces blanches sont sur l'échiquier. La dame, les deux tours, les deux fous, et les deux cavaliers. Donc Traxler a fait cette partie extraordinaire avec cette attaque de mat en sacrifiant et en ne prenant jamais la moindre pièce des Blancs. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que Traxler a préparé cette contre-attaque, bien sûr. Et une contre-attaque totalement nouvelle qui n'existait pas à l'époque. Cette idée de jouer fou C5 dans l'ouverture, alors même ici que les Blancs attaquent F7 et que communément c'était toujours D5 qui était joué, il va jouer fou C5, il va avoir préparé toute cette contre-attaque sans l'aide du moindre livre et du moindre ordinateur. Quel génie, c'est incroyable. Pour un joueur qui n'était même pas un joueur professionnel. Vous vous rendez compte du génie de ce joueur? Voilà, alors j'espère que vous avez
apprécié cette contre-attaque Traxler, c'est quand même assez époustouflant, eh bien, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces. Et vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessus pour avoir accès aux 100 miniatures à connaître. Les miniatures aux échecs, c'est des courtes parties. Et c'est des parties que j'ai sélectionnées parce qu'il y a un intérêt soit échiquien, avec une partie vraiment très spectaculaire, soit aussi un intérêt historique. Donc j'essaie de lier souvent le jeu d'échecs avec l'histoire. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!